Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.4 où est-ce qu'on va parler de la réciprocité des forces. Ça, c'est un grand mot pour essentiellement vouloir dire troisième loi de Newton. Okay? Réciprocité des forces, c'est le principe d'action-réaction. Donc, deux objectifs ici, identifier les forces qui constituent une paire action-réaction, puis utiliser ça pour analyser une situation complexe en utilisant la troisième loi de Newton. Quand on parle d'une situation complexe, ça peut être quelque chose comme, par exemple, je pousse sur une boîte et la boîte se déplace. Pourquoi? Ça a l'air drôle dit de même, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, il existe différentes situations complexes. On en verra une aujourd'hui, puis on va en pratiquer d'autres ensuite dans les exercices. Donc, le principe d'action-réaction. Je rappelle ce que c'était. À chaque fois qu'il y a une force, qui est une action, il y aura une réaction égale et opposée à cette force-là. Donc, ça, cette loi-là se lit comme suit. La force que l'objet A fait sur l'objet B est égale et opposée à la force que l'objet B fait sur l'objet A. On va regarder un exemple très concret. Par exemple, si je regarde une pomme qui est déposée sur une étagère. L'étagère, elle est bien sûr à la surface de la planète Terre. Donc ici, sur la pomme, il y a deux forces qui s'appliquent. La force F1 et la force F2, qu'on peut voir ici sur l'image. Et ces deux forces-là sont égales et opposées, et c'est ce qui fait que la pomme reste sur place, elle est capable de tenir sur l'étagère sans tomber au sol. Donc là, nous, on va vouloir répondre à la question qui paraît toute simple ici, mais quand même, il faut y penser. Quelles sont les forces F1 et F2 qu'on voit ici qui agissent sur la pomme? Qui sont responsables de ces forces-là, et ce sont des forces de quelle nature? Donc, commençons par la force F1. Elle est appliquée au centre de la pomme et elle pointe vers le bas, vers le sol essentiellement. Donc cette force F1-là, c'est une force gravitationnelle qui vient de la Terre. Donc c'est une force gravitationnelle que la Terre fait sur la pomme. Tandis que F2, c'est la force qui retient la pomme, mais cette force-là ne provient pas de la Terre, elle provient de l'étagère. Donc c'est une force normale qu'on appelle que l'étagère va faire sur la pomme, et donc c'est pour ça que la pomme est retenue par l'étagère. Donc c'est une force normale que l'étagère fait sur la pomme. Ces deux forces-là sont égales et opposées, mais pourtant, elles ne forment pas ensemble une paire action-réaction. Pourquoi? Eh bien, on va aller voir c'est quoi la réaction à chacune de ces deux forces-là. Vous allez voir que celle-ci n'est pas une réaction à celle-ci. La réaction de celle-là ici, force gravitationnelle que la Terre fait sur la pomme, si je veux la réaction à ça, il faut suivre la règle qui est ici. Il faut essentiellement changer les indices de bord. Donc la réaction de ça serait moins la force gravitationnelle dans l'autre direction, et ce serait la force gravitationnelle que la pomme fait sur la Terre. Ben oui, si la Terre attire gravitationnellement la pomme, on peut aussi dire l'inverse. La pomme va aussi attirer gravitationnellement la Terre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est effectivement le cas. Okay? Ensuite, pour F2, la force normale, ici aussi, il y a une réaction à ça. Encore une fois, on va inverser les indices, puis on va mettre un moins devant. Donc ça, c'est la force normale que la pomme fait sur l'étagère. Ben oui. Si l'étagère pousse sur la pomme vers le haut, en réaction, la pomme pousse sur l'étagère vers le bas. Ces deux forces-là ne sont pas affichées sur notre schéma parce qu'elles ne sont pas appliquées sur la pomme. Ce sont des forces qui sont exercées sur la Terre et sur l'étagère respectivement. Donc, étant donné que ceci est une réaction à ceci et que ceci est une réaction à ceci, eh bien, ça veut dire que ceci n'est pas une réaction à ceci. Même si ces deux forces-là sont égales et opposées, comme on peut le voir. Et ça, c'est une erreur, malheureusement, qu'on fait souvent. De dire que la force gravitationnelle est égale et opposée à la force normale, donc ces deux forces-là sont une paire action-réaction. Non, c'est pas vrai. Pour avoir une paire action-réaction, il faut inverser les deux indices et ça nous donne la réaction. Okay? Mais c'est... Puis aussi, ça va être une force de même type. Donc, la réaction à une force gravitationnelle, c'est encore une force gravitationnelle. La réaction d'une force normale, c'est encore une force normale. Okay? Une force gravitationnelle ne peut pas être une réaction à une force normale. Ça ne marche pas comme ça.
Donc, on va faire la suite de cet exemple-là. On va regarder particulièrement là, la force gravitationnelle et sa réaction. Force gravitationnelle que la pomme fait sur la Terre. Parce que ça peut paraître bizarre, mais effectivement, la pomme va attirer la Terre avec la même force que la Terre attire la pomme. Bizarre. Fait que là, peut-être vous vous posez la question, ben oui, mais comment ça se fait que si je lâche une pomme, c'est la pomme qui va tomber pour aller toucher le sol et pas l'inverse? Hein, quand on lâche une pomme, c'est pas la terre qui monte pour venir frapper la pomme. Mais pourtant, si les deux s'attirent mutuellement avec la même force, on pourrait penser ça. Mais non, pas tout à fait, et j'explique pourquoi. Commençons par juste mesurer c'est quoi la force gravitationnelle qui est appliquée sur une pomme. On suppose ici une pomme de 102 grammes, donc la force gravitationnelle qui agit sur la pomme, qui est égale à mg, ben c'est la masse fois 9,8, ça donne 1 newton très exactement. Donc ça, ce 1 newton-là, c'est la force gravitationnelle que la Terre fait sur la pomme. Mais en réaction, ça veut aussi dire que la pomme va attirer la Terre avec une force de même grandeur, c'est-à-dire 1 newton. C'est ce qu'on dit ici. Si je mets un schéma, ça ressemble à ça ici. Voyez-vous, la pomme est attirée vers le centre de la Terre par gravité avec une force de 1 newton et en réaction, la pomme attire le centre de la Terre vers le haut, vers elle, avec une force de 1 newton. C'est ça que ça dit, le principe d'action-réaction. Donc maintenant, pourquoi est-ce que quand je laisse tomber la pomme, c'est la pomme qui descend et non pas la Terre qui monte? Eh bien, pour répondre à ça, c'est qu'il faut aller calculer l'accélération des objets. Okay? Et l'accélération des objets est inversement proportionnelle à leur masse. Deuxième loi de Newton, hein, F est égal à ma, donc si on isole A, on obtient force sur la masse. Donc si j'applique le F est égal à ma sur la Terre, la force que la Terre subit, ben, c'est 1 newton, comme on vient de voir, mais la masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 à la 24. Donc vous voyez bien que l'accélération de la Terre, elle est minuscule, c'est négligeable, ça ne se mesure même pas une accélération comme ça. OK? Donc ça veut dire que techniquement, les deux objets, la Terre et la pomme, subissent la même force, mais la Terre va pratiquement pas accélérer parce que sa masse est très grande. L'inverse est aussi vrai, c'est la pomme qui va accélérer parce qu'elle, sa masse est petite et on connaît son accélération. Hein, la surface de la Terre, c'est 9,8. Donc c'est définitivement une plus grande accélération que ce qu'on a ici. Voici un deuxième exemple. On a Albert qui pousse sur le classeur vers la droite. Donc ça, c'est la force que Albert fait sur le classeur. C'est l'action. En réaction à cette force-là, ben, le classeur va pousser sur Albert vers la gauche. Comme on peut voir ici, force que le classeur fait sur Albert. Et ces deux forces-là sont égales en grandeur et opposées. C'est ce que dit là, la troisième loi de Newton. Donc là, on va développer ça un peu pour démontrer encore une fois que les accélérations, finalement, ne seront pas les mêmes, même si les forces sont les mêmes. Donc la troisième loi de Newton dit que le vecteur force que le classeur fait sur Albert est égal à moins la force que Albert fait sur le classeur. Donc ça, c'est les vecteurs, flèche, force. Okay? Si j'enlève la flèche, ben là, il faut enlever le moins aussi. Parce que, souvenez-vous, si j'écris un vecteur pas de flèche, ça veut dire que je fais référence à la grandeur du vecteur. Et la grandeur de ces deux vecteurs-là est égale. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de moins. On met le moins quand il y a des vecteurs pour signifier qu'un vecteur est en direction opposée par rapport à l'autre. Donc, si leur grandeur est égale, ça veut dire que chacun de leurs masses multipliées par l'accélération doit aussi être égal. On a simplement remplacé F est égal à ma. Du côté gauche, c'est la masse d'Albert fois l'accélération d'Albert, parce que souvenez-vous que quand on fait F est égal à ma, on utilise la masse de l'objet qui subit et l'accélération de l'objet qui subit. Ben, du côté gauche, qui subit? Ben, c'est Albert. Du côté droit, qui est-ce qui subit? C'est le classeur. Donc, du côté droit, on met masse du classeur multipliée par l'accélération du classeur. Donc, si je réorganise mes termes, j'envoie les accélérations du côté gauche de mon équation et j'envoie les masses du côté droit de mon équation, ça me donne ceci. Donc, à quoi ça sert de montrer ça? C'est juste pour montrer que le rapport des accélérations va être inversement proportionnel au rapport de leur masse. Okay? Vous voyez, l'accélération d'Albert est en haut du côté gauche, mais il est en bas du côté droit. Même chose pour le classeur. Donc, inversement proportionnel à leur masse, ça veut dire
que pour une même force donnée, plus la masse d'un objet est grande, plus son accélération va être petite. Et l'inverse, plus la masse d'un objet est petit, pour une même force, plus son accélération va être grande. Okay? Donc, c'est ce qu'on dit ici. Exemple 3, qui est ici un exemple un peu plus complexe, dont je vous parlais tantôt. Albert pousse sur une boîte, comme ça vers la droite, et on veut répondre à la question pourquoi la boîte se déplace. Ça a l'air niaiseux comme question, mais quand on y pense un peu plus, il faut faire attention à la réponse qu'on donne parce que c'est peut-être pas si simple que ça. OK? Pourquoi est-ce que quand Albert pousse sur la boîte vers la droite, ben, ça va être la boîte qui va se déplacer vers la droite et non pas l'inverse? Pourquoi on pourrait pas dire ben, c'est la boîte qui pousse sur Albert vers la gauche, donc finalement, c'est Albert qui va se déplacer vers la gauche avec la boîte. Pourquoi c'est Albert qui gagne puis qui réussit à pousser vers la droite plutôt que l'inverse? Pour répondre à cette question-là, il faut qu'on aille dessiner chacune de toutes les forces qui agissent sur la situation ici. Okay? Donc, pourquoi elle se déplace? Quelqu'un qui me dirait, ben, c'est parce que Albert pousse sur la boîte vers la droite. Oui, c'est vrai, mais il manque beaucoup trop d'informations. Hein? On sait notamment qu'il y a du frottement. On sait aussi qu'il y a la troisième loi de Newton. Donc, la boîte va pousser sur Albert, elle aussi. Donc, juste dire ça, ça marche pas. C'est pas suffisant. Ensuite, quelqu'un pourrait dire, ah, moi je le sais. C'est parce que Albert pousse sur la boîte vers la droite, mais la boîte pousse sur Albert avec une force plus petite. Non, ça marche pas. La troisième loi de Newton nous oblige de dire que Albert pousse sur la boîte vers la droite avec la même grandeur de force que ce que la boîte va pousser sur Albert vers la gauche. Comme ceci. Albert pousse sur la boîte vers la droite, la boîte pousse sur Albert vers la gauche avec des grandeurs de force égales. Ça, c'est vrai. Mais ça m'explique toujours pas pourquoi la boîte se déplace vers la droite. Hein, parce que quand je regarde juste ça, ben, je pourrais me dire, ben, c'est pas clair que c'est Albert qui va gagner. Peut-être que c'est la boîte qui va gagner, puis finalement, c'est Albert qui va se déplacer vers la gauche, poussé par la boîte. Comment on fait pour trancher? Pour trancher, il faut qu'on aille voir maintenant le frottement avec le sol. OK? Parce que c'est là quelle est la clé. Le frottement qui agit entre le sol et la boîte ne sera pas le même que le frottement qui agit entre le sol et Albert. Et essentiellement, ça va être un concours de frottement. Celui qui a le plus grand frottement, c'est celui qui va réussir à déplacer l'autre. Voyez-le comme ça. OK? Donc ici, on a représenté les frottements, avec action-réaction, bien sûr. Là, on n'a pas vu encore la section sur le frottement, fait que pour la direction du frottement, va falloir que vous me croyiez sur parole, puis on va le voir à la prochaine section. OK? Donc, si je regarde la boîte, l'indice P, c'est pour plancher. OK? Le plancher fait un petit frottement sur la boîte vers la gauche. Donc, frottement plancher sur boîte vers la gauche. La réaction à ça, c'est que la boîte fait à son tour du frottement avec le sol dans l'autre direction et avec une grandeur égale. Donc ça, c'est le frottement que la boîte fait sur le plancher vers la droite. Si je regarde Albert maintenant, le plancher frotte sur Albert, comme ceci, vers la droite. À l'inverse, action-réaction oblige, ça veut dire qu'Albert va lui aussi à son tour frotter sur le plancher vers la gauche. Bon. Là, pour expliquer pourquoi c'est Albert qui gagne, eh bien, si on regarde la grandeur de la flèche du frottement qui agit sur Albert, cette flèche-là est plus grande que la grandeur de la flèche de frottement qui agit sur la boîte. Donc ça, c'est vraiment là un bon indice qui va nous permettre de dire, OK, ben c'est Albert qui va gagner. OK. Mais là, c'est pas tout ça. Parce que j'ai beau dire il y a plus de frottement sur Albert que sur la boîte, mais ça complète pas mon explication. Pour avoir une explication vraiment complète, c'est qu'il faut qu'on isole un objet. OK? Là, imaginez qu'on regarde juste la boîte. Il y a deux forces qui agissent sur la boîte. Celle-ci, FA sur boîte, et celle-ci, FP sur boîte. On voit que ces deux flèches-là sont en sens opposé. OK? Sauf que, si je les compare, on voit bien que FA sur boîte, qui pointe vers la droite, est plus grande que FP sur boîte. Donc, la réponse complète, c'est de dire la boîte va se déplacer vers la droite parce que la force qu'Albert fait sur la boîte vers la droite est plus grande
que la force de frottement que le plancher fait sur la boîte vers la gauche. OK, c'est pas évident ça. Ça a l'air plus, comme je vous disais, c'est une situation peut-être un peu plus complexe là, que ce que ça en a l'air. Et là, ensuite, on peut aller appliquer le même raisonnement sur Albert. Si je regarde Albert, comment ça se fait qu'Albert ne se déplace pas vers la gauche quand la boîte pousse sur lui? Ben, c'est parce que c'est le raisonnement inverse. Si je regarde les deux forces qui agissent sur Albert, c'est celle-ci, force que boîte fait sur Albert, et celle-là ici, c'est la force que le plancher fait sur Albert. Si je compare ces deux forces-là, on voit que la plus grande force entre les deux, c'est celle-ci, c'est celle qui pointe vers la droite. Donc, la force que le plancher fait sur Albert est plus grande vers la droite que la force de pousser que la boîte fait sur Albert vers la gauche. Donc, quand j'additionne ces deux forces-là, ben, c'est celle qui pointe vers la droite qui est la plus grande. Donc, le résultat, la force résultante va pointer vers la droite. Et c'est ce qui explique donc qu'Albert réussit à se déplacer vers la droite et même chose avec la boîte. Donc là, comme ça, on a une explication complète. Donc, ce que ça dit ici, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, mais remis en mots pour la boîte. Et même chose sur Albert. OK? Si c'était pas clair, allez revoir ça. OK? C'est la dernière diapo de la section, mais ça, je considère ça comme étant un exercice quand même assez complexe. Donc, assurez-vous de comprendre chaque étape qu'on a faite ici, puis de vraiment là, être capable de m'expliquer pourquoi c'est la boîte dans une situation comme ça qui pointe... Pourquoi c'est la boîte qui se déplace vers la droite et non pas l'inverse. Okay? Donc, très bien, on se laisse là-dessus et à très bientôt pour la section 2.5.